Bonjour, à titre de directeur du CRIF-PQ, il me fait plaisir de vous accueillir à ce webinaire. Donc, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sacha Rose Stoloff dans le cadre d'un projet avec Daisy Stoloff et Stéphanie Girard. Sacha Stoloff est professeur en psychopédagogie au département des sciences de l'activité physique, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ses domaines d'application combinent l'enseignement primaire et secondaire et ses intérêts de recherche portent sur les déterminants et les stratégies qui favorisent un fonctionnement optimal au travail par un bien-être professionnel. Ses travaux portent sur une sphère individuelle, le sens, les émotions positives, l'engagement et fidélité, une sphère collective, relations positives, leadership, collaboration, apprentissage. Afin de soutenir l'enseignant dans son travail, elle accorde une importance au développement de matériel clé en main pour toujours rendre la science pratique ainsi qu'au développement professionnel des enseignants et des enseignantes. Pour cela, elle s'inscrit dans une approche appréciative dans ses recherches avec et pour des acteurs des milieux. Sur ce, je vous laisse donc entre les mains de Sacha et je vous souhaite une excellente conférence. Merci bien, merci bien. Avant de partager ma présentation, je vous souhaite la bienvenue à tous. Puis merci de prendre le temps dans cette journée. Je sais que c'est midi et demi, les emplois du temps recommencent très rapidement, donc c'est très apprécié que vous soyez là. Et je vais faire la présentation d'un projet que je trouve extrêmement intéressant et qui est quand même très complexe. Complexe parce que il y a à la fois création de ressources et déploiement, mais en même temps, il y a une recherche collaborative avec tout ce que ça implique. Donc la participation de plusieurs entités, de plusieurs acteurs. Dans toute cette complexité, la présentation d'aujourd'hui a vraiment ciblé j'ai essayé de cibler un filon qui soit le plus pratique et d'intérêt pour le terrain, ce qui veut dire que j'ai fait des choix. Donc, j'espère que ces choix va quand même mettre en valeur toutes les étapes et ce qui a été fait sans perdre la nature de tout le projet. Et donc, la visée d'aujourd'hui, c'est vraiment de présenter principalement les résultats d'action, en sachant que on pourrait dans un second temps, dans un autre webinaire, présenter les résultats de recherche. Mais la cible aujourd'hui, c'est vraiment qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce que ça a donné sur le terrain et qu'est-ce qu'on en retient. Donc, sans plus attendre, je vais partager ma présentation en espérant, voilà. Donc là, un petit temps, c'est pour prendre le temps. Mon ordinateur ne coopère plus. On s'est pratiqué avant pour s'assurer que ça fonctionne. Hein. Est-ce que... Oui, c'est parfait. bon, super. Donc, la présentation d'aujourd'hui s'intitule Les histoires audio à vivre en mouvement au service du développement physique, moteur, affectif et social des élèves du préscolaire. Donc, la présentation cible particulièrement le personnel scolaire, que ce soit les techniciennes éducatrices spécialisées, les enseignants, la direction scolaire, mais aussi les formateurs. Et je vais quand même faire quelques parenthèses méthodologiques pour peut-être inspirer les chercheurs à poursuivre les recherches. Et c'est un projet qui a beaucoup de ramifications et c'est rendu possible grâce au soutien notamment des affiliations scientifiques comme le CRIFPE, le GIRAS, l'Activi, mais aussi des soutiens financiers du CRSH que je tenais à mentionner. Donc, je me fais la porte-parole de notre trio. Vous allez voir que moi, comme mentionné, je suis professeur à l'UQTR.
Daisy, c'est ma sœur, vous avez noté le même nom de famille. Et Stéphanie Girard est une collègue à moi, je vais faire les présentations plus tard, qui s'est intégrée au projet. Et évidemment, tout le personnel scolaire qui accepte de sortir de leur zone de confort au risque d'être vulnérable, mais pour toujours proposer des activités qui favorisent le développement des élèves. Donc, cette présentation s'adresse à tous et elle prévoit trois parties. La première va vraiment adresser les histoires audio et les histoires qu'on a préparées à vivre en mouvement. De là, je vais présenter un petit peu la mécanique d'un projet interdisciplinaire d'une équipe école qui s'est investie dans un projet. Et dans la partie 3, je vais présenter un peu les résultats du projet, les résultats d'action, plutôt que des résultats scientifiques, même si j'y colle quelques résultats. Donc, pour commencer, la genèse de tout ça, c'est deux sœurs, deux professions, mais une complémentarité. Donc, moi, je suis la plus grande et Daisy, c'est ma petite sœur. Et en fait, en fait, vous allez voir tout ce qu'on a préparé, la façon dont on réfléchit les choses, les activités, les ressources, etc. On s'est rendu compte que ça vient vraiment, c'est vraiment inspiré de par notre éducation. On a beaucoup voyagé, on a beaucoup été à l'extérieur dans nos activités. On a toujours été dans l'imaginaire pendant très longtemps. À 10, 12 ans, on était encore dans des histoires rocambolesques qu'on vivait sur le sommet d'une montagne. Et en fait, ça nous a vraiment inspiré pour préparer des ressources qui puissent autant inspirer les jeunes d'aujourd'hui qui éprouvent un déficit nature ou qui ont moins l'occasion de vivre l'imaginaire dans leur contexte familial. Et donc, l'école prend ce second rôle. Deux professions, donc moi je suis professeur à l'UQTR, chercheur sur le bien-être des enseignants, donc déjà, ça a déjà été présenté, mais un aspect important, c'est que je sais que, de par la littérature scientifique, la profession enseignante, c'est une profession qui est difficile, qui vit énormément d'enjeux. On y retrouve autant la pénurie que l'attrition, que des épuisements professionnels. Mais malgré ça, il y a certains enseignants qui continuent d'avoir la flamme, qui trouvent leur motivation, qui continuent d'innover. Et moi, je m'intéresse beaucoup à ce type d'enseignants qui persévèrent malgré les difficultés pour essayer de comprendre, mais qui sont-ils? Quelles sont ces personnes? Est-ce que c'est des extraterrestres, des super personnes, ou est-ce que c'est juste des enseignants qui ont à cœur leur profession et qui trouvent des stratégies efficaces? Et avec moi, j'ai Daisy, donc la plus petite. Daisy, elle a été chorégraphe pendant plus de 10 ans, donc chorégraphe dans une école professionnelle à Rocco, en Californie, à Mill Valley, plus précisément. Et de cette expérience de chorégraphe dans une école professionnelle, elle a aussi enseigné à Berkeley les techniques de la danse, les techniques de l'expression corporelle, mais aussi tout ce qui est improvisation, théâtralisation, pour exprimer avec son corps des émotions, des façons d'être, de faire, etc. Et ensuite, quand elle est revenue en France, parce que maintenant elle travaille en France et on collabore depuis plus de 10 ans à distance, et en fait, elle s'est retrouvée dans les milieux. Elle a été consultante dans les milieux, intervenante en petite enfance, pour se rendre compte que chez les enfants de 2 à 6 ans, il y a très peu de matériel pédagogique disponible pour pouvoir inspirer les enseignants, pour pouvoir s'élever, élever sa pratique, actualiser les activités qu'on propose. Donc, elle a eu beaucoup de planification, faire un énorme travail en amont, avant ces interventions. Et quand elle m'en a parlé, j'ai dit, mais tu devrais faire un livre, tu devrais présenter tout ce que tu as fait, tout ce que tu as planifié pour rendre disponible aux autres. Et c'est de là qu'a commencé notre collaboration, où elle ne se sentait pas à l'aise de faire ça toute seule. Et donc, ensemble, on a commencé en écrivant un livre, et puis on n'a jamais arrêté. Et donc, c'est une complémentarité de sœurs qui fait que je vous propose
ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, je suis très emballée, moi, par notre travail et ce qu'on fait. Donc, je vais vraiment essayer de rester posée et cohérente dans ce que je vous propose pour pas trop vous perdre. Donc, premièrement, la genèse, on a vraiment à cœur cette promotion de la motricité, l'éveil des sens, des émotions et de l'imaginaire chez les tout-petits. Donc, ça, c'est comme notre moteur dans tout ce qu'on on présente, avec trois termes au cœur de nos interventions et de nos créations qui sont le mouvement, l'expression et la liberté. Et donc, toutes nos idées et les ressources qu'on prépare, c'est pour les tout petits, mais on s'est rendu compte que si on veut toucher le plus grand nombre de tout petits, ben, il faut passer par les parents, par les intervenants et par les enseignants. Parce que c'est les adultes qui génèrent les situations, c'est les adultes qui mettent en place les conditions favorables pour vivre ce genre d'activité. Et dans la continuité de notre réflexion, ben, on a cofondé Millimove. Donc, Millimove, c'est quoi? C'est pas une entreprise. Millimove, c'est pour nous une philosophie, c'est une façon d'être qui s'inspire des enfants. Donc, c'est de permettre à l'adulte d'oser se lâcher dans des mouvements d'expression libres et de retrouver son cœur d'enfant. C'est dépasser cette petite voix intérieure d'adulte qui souvent nous dit ah non, mais là, je peux pas faire ça, de quoi je vais avoir l'air, mais là, je vais me faire mal, je peux pas faire ça, et qui nous ramène constamment à nos positions debout, nos positions assises, où où on a l'impression qu'on paraît bien dans les normes sociétales. Et à l'inverse, ben, on vise à solliciter le oser lâcher prise pour rentrer dans le monde magique, imaginaire et plein d'humour et de malice des enfants. Et donc pour ça, ben, c'est d'oser se transformer. Donc que ce soit par le visage, le corps, par sa voix, ses expressions, et d'être le temps d'un instant un clown, de se rouler par terre, d'oser se salir, devenir un animal, un ninja ou quoi que ce soit d'autre. Donc, donc vraiment, c'est d'élargir cet état d'esprit, de mettre côté notre to-do list là qui nous envahit souvent et de s'offrir ces moments de liberté avec les enfants. Donc ça, c'est moi et Daisy, moi en bas, Daisy en haut, avec nos faces réelles d'aujourd'hui. Donc, cette idée, etc., ça a mené à quoi? Ça a mené à des histoires à vivre en mouvement. Donc, ces histoires, on en a de toutes sortes, mais principalement, elles partent des plaisirs d'enfants. Et ces plaisirs d'enfants, ces histoires d'enfants, ben, ils les ont souvent imagées. Et donc, pendant plusieurs années, je dirais, on a utilisé nos dessins d'enfants, de nos enfants, parce que tout ce travail s'est fait avec, sur 10 ans, ça s'est fait avec 5 bébés qui sont nés entre-temps. Et donc, on utilise leurs images, leurs dessins pour illustrer nos histoires, mais on se rend compte avec le temps ben, on est en rupture de stock. Et donc là, depuis qu'on collabore avec les écoles, c'est des belles activités des écoles, des élèves qui mettent en place des activités de dessin, et notamment le papillon que vous voyez en bas, qui est une production du service de garde d'une école préscolaire où tous les enfants ont participé pour créer ce papillon géant qui était une fresque murale et dont on a eu l'autorisation pour l'utiliser dans une de nos histoires qui s'intitule Le papillon curieux. Donc concrètement, ces histoires, pour vous guider un peu plus sur la ressource, donc ces histoires, c'est des histoires longues que vous pouvez trouver dans notre ouvrage Le langage du corps, c'est où il y a 10 séances qui sont 10 histoires. Et pour chacune des histoires longues, il va y avoir un thème et une intention pédagogique, qu'on peut aussi appeler objectif d'apprentissage. Donc, par exemple, dans les histoires longues, dans la safari, pour l'histoire de safari dans la savane africaine, l'intention, c'est de favoriser l'apprentissage du schéma corporel à travers des mouvements simples en s'inspirant de la richesse de la savane africaine. Ou encore dans Bienvenue chez l'artiste, l'intention c'est de poétiser le mouvement en mobilisant les différentes parties du corps, de jouer avec les textures et les couleurs dans l'atelier de l'artiste. Et un dernier que je vous présente, qui est sur l'histoire Une sortie en ville, où l'intention c'est d'explorer les opposés de façon variée. Donc à chaque fois, il y a une intention pédagogique et l'histoire
se découpe ou se décline en 4 phases signatures qui sont toujours les mêmes pour les histoires longues, c'est-à-dire le réveil du corps en cercle pour créer aussi cette union, cette socialisation. Ensuite, déplacement dans l'espace. La troisième, c'est l'expression selon son inspiration. Et pour finir avec un retour au calme pour à chaque fois permettre de se déposer, mais aussi de faciliter les transitions vers les autres activités de la journée. Il y a une proposition du matériel et c'est une proposition parce que toutes nos histoires peuvent se vivre sans matériel. C'est vraiment le corps qui est l'instrument premier. Il y a aussi des suggestions de musique ou d'habillage sonore et ça, les histoires peuvent varier de 17 à 20 minutes. Donc selon comment l'enseignant va s'approprier le matériel, raconter l'histoire, mais ça peut vraiment aller au-delà si l'enseignant va prendre les suggestions des enfants, puis va changer de direction. Donc, ces histoires ont été faites pour et par une communauté de pratique. Donc, c'est pas moi et Daisy dans un bureau qui avons développé ces histoires-là. On les crée et ensuite on les fait tester dans les milieux où des enseignants, des parents, des intervenants en milieu de garde ont essayé les histoires et ensuite dans notre communauté de pratique, on se rend compte et on écoute les conseils pour savoir quelles étapes étaient trop longues, qu'est-ce qu'ils ont compris, pas compris, qu'est-ce qui nécessite des précisions, etc. Donc c'est vraiment un travail de concert avec les utilisateurs qu'on a développé ces histoires. Et chacune de ces histoires, ben, c'est pour pouvoir être émerveillé par l'engagement de l'enfant dans son expression singulière, où chaque enfant, peu importe leur grandeur, leur taille, leur origine, leurs difficultés, leur réalité, mais chacun peut s'exprimer à sa façon. Et donc chaque enfant peut vivre l'histoire à sa façon, absorbé par un thème, de s'exprimer avec le corps à sa façon, pour toujours vivre cette beauté dans le visage des enfants, où ce regard, ce sourire nous alimente sur la flamme de l'intervention et nous rappelle qu'on fait vraiment les choses pour une raison très importante. Ces victoires permettent aussi d'amener les enfants dans un monde imaginaire où ils sont les créateurs de cette histoire, où ils sont les créateurs de ce monde, où ils vont utiliser leurs couleurs, leurs formes, leurs expressions, leurs idées de mouvement, d'expression, leur niveau d'intensité pour pouvoir à chaque fois créer ce monde merveilleux. Et enfin, ces histoires permettent aussi cette socialisation parce que c'est le mieux vivre ensemble. On vit ensemble une histoire, on vit ensemble, on a cette expérience commune où dans les histoires, les enfants vont être amenés à rugir comme un lion, vont être amenés à se déplacer, à se frôler, à jouer ensemble, à s'interpeller juste avec les yeux, puisqu'il n'y a pas de langage oral. Donc, c'est de vraiment les amener à vivre euh, une histoire de façon singulière, mais en la partageant avec les autres qui vivent l'histoire en même temps. Et les autres étant à la fois les pères, mais aussi, on le souhaite, les enseignants et les intervenants qui vivent l'histoire avec les élèves. Donc, je vous ai beaucoup parlé de la ressource. J'ai fini avec le lion. Je vais tenter de vous faire écouter une portion d'histoire, évidemment. C'est pour que vous ayez sens du niveau d'expression dans les histoires, mais aussi de l'habillage sonore qui vient envelopper les élèves, qui vient envelopper la séance pour transporter dans ce monde imaginaire. Sur ce lion. Donc, je vais juste le placer. Au cœur de la savane. Et regardez là-haut, sur le rocher. Prenez vos jumelles pour mieux voir. Il y a une troupe de lions. Je vois le chef avec sa belle crinière. Waouh! Il a fière allure, ce lion. Assis sur sa croupe, pattes avant tendues,
Il bombe le torse et regarde la savane du haut de son rocher avec un air royal. Il passe sur ses pattes avant et s'étire. Il creuse le dos, puis il l'arrondit. Il recommence. Il creuse le dos, puis il l'arrondit. Tout à coup, il plante ses griffes dans le sol. Il ouvre ses yeux en grand et pousse un rugissement. Comme pour dire « C'est moi le roi !» Pendant ce temps, les lionnes, elles, marchent à quatre pattes, les unes autour des autres. Elles déposent leurs pattes délicatement, tout en souplesse. Leur queue se balance d'un côté à l'autre, d'un côté à l'autre, et ce déplacement à quatre pattes amène les lionnes à se frôler les unes aux autres. D'abord les flancs, Donc, c'est vraiment un passage très court dans une multitude d'expériences. Et ces expériences, si vous avez prêté attention, là, on a eu des mouvements où on s'étire avec le corps, mais aussi des moments où on est sensible au sens, où on pose délicatement, on sent le sol. Et à la fois avec l'habillage sonore. Dans cet habillage sonore, il va y avoir, c'est le tout début d'une séance, donc on est dans l'éveil un petit peu. Mais ensuite, quand il y a des déplacements, on rajoute à ces sons, on rajoute de la musique, on rajoute du bruitage. Donc, c'est vraiment des histoires qui a beaucoup de variations d'une phase à une autre. Et, euh, et cette variation permet à l'enfant de vivre, tant au niveau de la motricité, au niveau affectif, au niveau social, d'expériences. Donc, une fois qu'on a développé ce matériel avec ces histoires longues, ben, on voulait vraiment faire savoir, ben, est-ce qu'il fonctionne, est-ce que ça marche, est-ce que il y a des barrières, est-ce qu'il y a des facilitateurs, un peu en savoir davantage sur l'implantation de ces ressources dans le milieu. Et vous allez voir que grâce à ce projet interdisciplinaire d'une équipe école, il y a eu un éventail de matériel qui a été développé pour vraiment répondre ou être au service du développement de chacun des domaines de développement et de compétences du programme, du programme cycle d'éducation préscolaire. Donc, dans cette étape du projet, au niveau du déploiement, de la validation dans les écoles, à même les écoles, ma collègue Stéphanie Girard a rejoint l'équipe, et notamment elle est titulaire de la chaire de recherche QTR Junior sur la motivation et l'inclusion en activité physique de l'enfance à l'adolescence. Donc ça a aussi permis d'avoir un petit financement qui a permis de mettre en place ces activités et de financer le tout. Donc pour vous donner un aperçu du projet de l'équipe école, c'est qu'en septembre, on est allé faire une présentation du matériel et des intentions de collaboration. Donc, quand on a présenté le matériel, comme je viens de vous faire là, mais aussi on a présenté l'idée que on est très consciente que la ressource dont l'enseignant a le moins, c'est le temps. Donc, oh, le temps est une denrée rare, très rare, et c'est pour ça que grâce à l'adhésion de la direction d'école, ben, chaque intervention qui sort du cadre de l'horaire habituel, il y aurait des libérations qui sont associées. Et donc, entre la facilitation plus la nature du projet, il y a eu l'adhésion de l'équipe école, c'est-à-dire 100% des enseignantes et des techniciennes en éducation spécialisée qui travaillent dans les classes. Et c'est une école c'est une école préscolaire où il y a 7 classes. C'est une école défavorisée, donc on est dans le 10 sur 10.
Et dans cette école, il y a dans chaque classe, c'est énormément de plans d'intervention, de cas particuliers, en sachant que chaque enfant est particulier. Mais quand on parle d'apprentissage, il y a des besoins différents, donc c'est très hétérogène. L'hétérogénéité était à son comble. Et donc, l'aide était très appréciée. Et donc, en septembre, on a eu le consentement de l'ensemble de l'équipe école. Et le projet débute en 3 phases, si on veut. La première, c'est en novembre, il y a eu une formation collective sur 3 jours. Cette formation collective, c'était la première journée, était une pédagogique flottante. Donc, ce qui est peu dire, parce que ça implique que tous les cours et toutes les classes avaient des suppléants. Donc, vous voyez l'importance de la direction d'école qui s'arrime à ce projet. Donc, c'était une pédagogie flottante. Et durant cette journée de formation, où il y avait l'ensemble des enseignantes, des conseillères pédagogiques et techniciennes en éducation spécialisée, cette journée a été une journée d'exploration où chacune a pu vivre en mouvement une histoire audio ou des portions de l'histoire, des situations de sensibilité ou d'éveil des sens. Et, euh, et c'est une journée qui pour nous était très importante, où on voulait prendre soin des enseignants. Et donc se prendre soin d'eux, c'était prendre le temps de se déposer. Donc, dès le début de la journée, on a commencé avec des gâteaux faits maison, sans sucre, certains sans sucre, sans gluten, en faisant attention aux allergies. Il y avait du bon café avec du Nespresso pour ne pas en faire la publicité, mais le mousseur à lait. Des petits détails pour vraiment montrer que le personnel scolaire d'importance, il est important, faut en prendre soin, et ça commençait dès le début de la journée. Et ensemble, on a fini la journée par une planification de ce qui a été vu le matin. Comment est-ce qu'on le planifie à l'horaire? Qu'est-ce qu'on fait à partir de là pour que ça fasse partie de l'horaire réel des enseignantes et des techniciennes? Les 2 journées suivantes, donc le jeudi et le vendredi, c'était des journées où moi et Daisy, on allait dans les classes. Donc, pour chaque enseignante, on allait dans leur classe et elle choisissait les modalités. Est-ce qu'elle voulait essayer de mettre en place une activité qu'on était observatrice? Est-ce qu'elle voulait qu'on co-enseigne? Ou est-ce qu'elle voulait nous observer pour qu'elle puisse modéliser? Et donc, selon les besoins, on s'est adapté pour que au premier jour et au deuxième jour, elle puisse vivre 2 types d'activités et vraiment vivre l'utilisation des outils avec la classe. Et, et à leur grande surprise, notamment dans une classe d'éveil où on fait l'éveil des sens, donc qui aurait pu être problématique, les enfants étaient dans l'abandon total. Ils embarquaient dans les activités. Il y a eu aucune hésitation et les seuls éléments intenses, c'était peut-être une excitation à l'idée de faire une activité. Euh, à la suite de ces 3 jours, on a fait un questionnaire de satisfaction pour voir un petit peu où se situaient les intervenants. Donc, je veux dire intervenants pour à la fois parler des enseignantes et des techniciennes en éducation spécialisée. De janvier à mai, il y a eu une alternance entre la mise à l'essai des enseignantes dans les classes et des CAP, donc des communautés d'apprentissage professionnel. Et il y en a eu 3, donc pendant chacune de ces CAP, on était présent, donc moi j'étais présente pour vraiment pouvoir partager, discuter et voir qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui fonctionne, quelles sont les barrières, quels sont les besoins. Et donc, au niveau méthodologique, on a utilisé le journal de bord pour garder des traces, et puis l'analyse documentaire qui nous permet de voir un petit peu c'est quoi les artefacts qui ont été utilisés et qu'est-ce que ça a donné. Et ensuite, en juin, ça nous a permis de faire le bilan à la fin de l'année. Et pour ça, on a utilisé l'entretien individuel qui était d'une durée de 30 minutes. Il y en a eu 8, autant des enseignantes que des conseillers pédagogiques et la direction d'école,
On a aussi fait des mesures de l'activation physique dans une journée avec des accéléromètres sur 2 classes, mais je ne présenterai pas les résultats dans le cadre de cette journée, mais je pourrais répondre à des questions par après. Donc, de tout ça, ça a amené à quoi? Donc, présentation des résultats avec toujours la focale sur l'impact de ces activités sur l'élève. Mais pour que ces impacts aient un effet positif, des retombées positives pour l'élève, il faut d'abord que l'enseignant se sente bien, développe son sentiment d'efficacité personnelle, son sentiment d'autonomie, pour pouvoir vouloir et être à l'aise de mettre en place ce type d'activité et ce type de matériel. Donc, juste pour vous donner un incitatif, le genre d'activité, ce que ça procure, c'est cette liberté pour l'intervenant qui ose. Et chez les enfants qui le vivent, c'est cet émerveillement devant ce monde imaginaire, devant les lumières ou les artefacts qui sont utilisés. Et c'est cet abandon avec le petit qui est dans une activité d'éveil des sens, où il est en train de sentir un bâton de cannelle dans l'histoire sur la célébration de l'hiver. Donc, c'est ces moments tellement attendrissants et touchants qu'on souhaite stimuler tout simplement. On y croit et on a envie que le potentiel puisse servir à tous, surtout pour les enfants. Et donc, au final, ce travail non seulement a permis, oui, la mise en place des histoires longues, et notamment avec les histoires audio, mais ça a aussi permis aux enseignants de créer des activités pédagogiques complémentaires. C'est-à-dire qu'en se basant sur l'histoire, sur le thème de l'histoire, sur les séquences de l'histoire ou encore sur le contenu de l'histoire, ça a créé des activités complémentaires. Donc, il y avait notamment le Dessine-moi ton moment, où l'enseignant donne comme consigne, à la suite de l'histoire en mouvement, c'est de Dessine-moi ton moment préféré, où là, on voit l'ours qui est en train de se détendre dans la rivière, qui a été fait par un petit de maternelle 4 ans. Il y a des activités comme Bricole ton livre, où, par exemple, dans l'histoire du papillon, il y a le cycle de vie du papillon. Et le cycle de vie se décompose en 5 phases. Chaque phase représente un dessin. Et donc, si un dessin ou une activité de bricolage ou de peinture ou de, 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 de papier mâché, chaque jour représente une activité et à la fin de la semaine, l'enseignant met ensemble les 5 pages de l'élève qui lui donne un livre que lui-même a créé. Donc, tous les éléments d'art plastique qui vont au-delà de Bricole ton livre, que ce soit comme la peinture, le dessin, les bricolages, etc. On retrouve aussi la collecte en nature, comme par exemple avec l'histoire sur la forêt en automne. Donc là, c'est d'aller chercher des branches, des feuilles, des galets, des petites roches. Et on peut aussi le jumeler avec de l'art plastique, où là, on va les peindre, on va leur donner de la couleur, on va leur donner de la texture. Un land art, où pendant qu'on est en marche en forêt ou dans la cour, on crée des œuvres d'art éphémères. Le jardin scolaire, dans une histoire où la graine devient une plante, on réalise réellement la mise en pot de la graine, puis on surveille de jour en jour. Ensuite, dans une catégorie un peu sur le langage écrit et oral, donc là, on va travailler les mots de vocabulaire, où par exemple, dans l'activité mots de vocabulaire, ils ont identifié un ensemble de mots de l'histoire, et là, ils vont en sélectionner 8 et en faire des mots de vocabulaire à apprendre avec toute la signification. Donc, on voit un des mots se poser avec le papillon, l'avion, ou se poser pour se détendre. Raconte-moi ton image, donc avec l'image symbolique qu'on voit en bas à gauche. Donc là, c'est toutes les séquences, c'est tous les personnages
et c'est l'ambiance, le contexte qui est recréé à l'intérieur d'une image. Et quand l'enfant prend l'image, ben, il décrit à sa façon, avec ses mots, avec les mots de vocabulaire qu'il a appris, il décrit un petit peu l'histoire, donc l'image qu'il voit. Le jeu de cartes aussi, donc un jeu de cartes où on joue avec les mots, on joue avec des expressions, on joue avec des verbes, on joue avec des mots, des qualificatifs. La lecture, tout simplement, de prendre les histoires et de les lire en classe, de les lire assis en dessinant, de les lire couchés, de les lire avec les yeux fermés. L'enseignant qui lit, évidemment, les yeux fermés, des activités de visualisation. Il y avait aussi le parcours démo. Donc, le parcours démo, c'est à l'intérieur de la classe ou le gymnase avec l'enseignant en éducation physique, où là, les mots, donc, on réutilise, réinvestissant les cartes. Quand c'est des mots, des verbes d'action, ben, c'est de reproduire ce verbe d'action en mouvement. La représentation symétrique, ou les représentations symétriques, où, par exemple, pour le papillon, il y a eu un ensemble de matériel et il devait faire la symétrie du papillon en termes de nombre d'objets, couleur d'objets, forme d'objets. Sciences et vie de la Terre, où ils ont notamment fait le projet du papillon. Donc, ils ont fait la commande de cocons et ils les ont suivis, monitorés jour après jour, jusqu'au jour de mai où ils font l'envol des papillons et ils les libèrent, avec certains qui volent pas très loin et d'autres qui vivent une longue vie heureuse. Et enfin, un projet interniveau interdisciplinaire. Donc, c'est un projet qui émane d'une stagiaire qui avait un projet de stage et que je reproduis à présent dans une école primaire. C'est vraiment les élèves de sixième année, de cinquième, sixième année, qui écrivent des histoires, donc avec des verbes d'action, avec les qualificatifs, avec les séquences, donc qui reprennent vraiment les éléments d'une histoire à vivre en mouvement. Donc, tout le français qui est travaillé, de là, en art dramatique, de le mettre en forme avec à la fois la théâtralisation, l'expression en mots et la mise en mots, mais aussi avec tout l'habillage sonore qui peut y avoir, pour ensuite ces élèves vont le présenter aux élèves de maternelle et ils vont le vivre en mouvement. Et ensuite, l'élève de maternelle va dessiner son moment préféré ou va dessiner l'histoire, va dessiner un personnage. Et ce dessin va illustrer l'histoire des grands. Donc, c'est des projets, des activités qui ont vraiment permis d'étendre l'ensemble des apprentissages dans la perspective du programme cycle. Donc, ici, je présente le programme cycle d'éducation préscolaire au Québec. Où vraiment le domaine physique et moteur était déjà l'élément levier des histoires à vivre en mouvement, de combiner au domaine affectif et social. Mais les activités ont vraiment permis d'élargir au domaine langagier, notamment avec les activités d'expression, de réflexion, de discussion, où ils racontent, ils se permettent d'anticiper. Et on rajouterait même à ce domaine langagier l'importance d'y insérer le langage du corps qui s'exprime sans mots, mais avec tout autant d'informations à communiquer quand on est en société. Et au niveau du domaine cognitif, ben, c'est vraiment où dans cette pensée, on développe les domaines d'apprentissage cibles, mais aussi les amener à s'approprier l'imaginaire, à développer l'imaginaire, et à être créatif. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Dans les histoires longues que je vous parlais, les enseignants ont aussi émis des commentaires sur celles qu'on avait préparées, qu'ils avaient expérimentées dans les milieux, notamment avec des besoins qui étaient, quand les intensités dans les histoires où les abeilles courent après l'ours, puis tout le monde court un peu affolé, c'est difficile de ramener les élèves. Et donc, on a inséré dans l'histoire des éléments de cachette,
fait, où là, les enfants doivent se cacher et donc ralentir leur respiration, être en silence pour ne pas que les abeilles les trouvent. Et donc, ça permet de faire vivre des différences d'intensité, mais dans un, dans un très court terme. Et on a rajouté dans d'autres histoires un signal, par exemple une cornemuse, qui permet aux élèves de savoir, ah, c'est un signal, on passe à autre chose. Un autre élément, par exemple, c'était dans chaque histoire, la dernière, qui est la phase de détente, elle était trop courte. Et donc, cette phase, on l'a vraiment allongée pour donner le temps aux élèves et aux enseignants et aux techniciens d'éducation spécialisée. Quand il y a eu un moment d'expression et on a eu un partage, c'est de prendre le temps de revenir et de se déposer. Et à côté, il y a eu un besoin d'histoires courtes. Et ces histoires courtes, elles sont de 4 à 7 minutes. Et là, avec des intentions particulières, c'est-à-dire la danse des statues, où c'est l'arrêt en position dans des statues originales. Les apprentissages par le mouvement. Donc, apprendre à nettoyer la classe, mais par le mouvement et la musique. L'activation, l'éveil d'un corps, des fois juste pour avoir une pause active, ça dure 3-4 minutes, on fait notre pause active et on repart. Ou tout simplement le retour au calme. Donc, l'intelligence, au niveau des résultats, on retrouve qu'il y a réellement un procédurier dans le partage des idées d'activités. Donc, quand elles se rencontrent en CAP, il y a vraiment cette idée on partage quelles idées d'activités est-ce qu'on va mettre en place en lien avec l'histoire. De là, quelles sont les préférences de chacun, de chacune, quelles sont les forces. On distribue les tâches et de là, pendant l'écoute de l'histoire, chacun est responsable d'une tâche pour ensuite pouvoir le partager. Donc, c'est réellement un travail collectif de coopération où chacun travaille sur une activité pour ensuite une mise en commun. De là, la planification à l'horaire pour favoriser la mise en œuvre et entre deux caps, beaucoup de partage pour dire est-ce que tu l'as essayé, qu'est-ce que ça a donné, est-ce que ça a marché, comment tu t'es ajusté. Donc, de manière générale, les entretiens ont montré un réel plaisir enseignant qui passait par le plaisir d'agir grâce à cette liberté pédagogique, cette autonomie enseignante, où ils pouvaient s'adapter, ils avaient les choix, et dans les contenus, ils pouvaient les mettre à leur sauce, si on veut, tout en stimulant leur créativité, leur innovation pédagogique, en changeant de support, mais aussi le simple fait qu'ils appréciaient les contenus. Le plaisir d'apprendre, et ce plaisir d'apprendre s'est passé à la fois par un accompagnement qui était complice, qui était compétent, qui était aidant, dans le respect de la liberté pédagogique vers une pratique autonome. Donc, tout dépendait des besoins, des réalités, des envies, des volontés des enseignants, et c'est ces adaptations-là qui étaient mises à l'épreuve. Et dans cet accompagnement, que ce soit au niveau des conseillers pédagogiques, de la direction d'école et de la forme et des formatrices, c'était vraiment la reconnaissance des enseignants de leur importance de par cette consultation constante. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous aimeriez? Comment vous voulez qu'on s'y prenne? Et leurs réponses devenaient nos solutions. Et les personnes en ressources qui étaient stables dans le temps, c'est des personnes à qui ils pouvaient se référer, notamment quand les enseignantes, elles parlaient à leur conseillère pédagogique, la conseillère pédagogique qui parlait aux formatrices, et à la prochaine CAP, on se retrouvait. Donc, il y avait une réelle synergie. Et en tant qu'apprenant, ce plaisir d'apprendre s'est retrouvé non seulement le fait que ça répondait à un besoin de terrain, un besoin ciblé, puis que c'était appris in situ. C'est dans leur classe, c'est dans leur école, et qu'il y avait un temps de création qui était accordé à ces enseignantes. Pour qu'elles puissent prendre le temps d'adhérer, prendre le temps de comprendre, prendre le temps d'apprécier, d'essayer et de créer toutes les activités complémentaires qui ont été faites. Donc, ça rejoint un petit peu ce sentiment d'utilité et tout ça passe par l'adhésion qui, à mon sens, est le premier pas vers le plaisir d'apprendre.
Et ensuite, le plaisir partagé, où il y a eu une réelle écoute effective. Donc, dans ce qui est vécu, dans ce qui est dit, ben, c'est ça qui va être transformé. Une réelle considération de l'opinion des enseignantes et des techniciennes, et même de la direction d'école ou des conseillers pédagogiques. C'était un travail qui a été fait en synergie. Une réelle intelligence collective. Et évidemment, ça s'est déployé dans les savoir-faire où il y a eu de la création, il y a eu les décisions qui ont été prises, cette efficacité qui a été stimulée par le partage de pratiques, par cette écoute et tout ce qui a été nommé auparavant. Donc, je ne passerai pas trop de temps là-dessus, c'est réellement de manière générale, c'est une satisfaction qu'elles ont nommée à travers la grille de satisfaction et à l'inverse un score très bas pour le sentiment d'être sous pression, d'être sous tension, d'être obligé. Donc, ça va dans le sens de la visée de cette formation. Et je reviens sur les barrières que c'est important de noter, de nommer quand même. Malgré l'accompagnement, malgré l'adhésion et l'appréciation du contenu, il n'en demeure pas moins que quand on essaye quelque chose de nouveau, ça ne fait pas de cette tentative quelque chose, une pratique facile. Ça devient faf, comme diraient les enfants. Ça devient faf quand on l'a essayé et que la zone d'inconfort, à force d'essayer, est devenue une zone de confort. Mais pour ça, ça prend de la pratique et ça prend du soutien, ça prend de l'écoute. Donc ici, c'était la gestion de la classe en même temps que de lire l'histoire. Donc ça, c'était un double rôle qui était difficile à gérer. La difficulté des mots, on était dans une école où il y avait énormément d'immigration, dont des classes de francisation, mais aussi des élèves ayant des niveaux de français très disparates. Il faut concevoir que dans cette école, dans une même classe, par exemple une classe de maternelle 4 ans, à un même moment, il pouvait y avoir des élèves qui avaient 3 ans et d'autres élèves qui avaient 5 ans. Donc, c'est quand même énorme quand on pense à ces jeunes enfants. Il y avait aussi le budget. Le budget, une enseignante nommait le fait que c'est dépensé en début d'année. Donc, quand il y a des projets qui s'insèrent au milieu d'année, ben, il y a un moment donné où je vais penser à manger avant d'acheter des bricolages à mes élèves. Euh, la sécurité est encore présente, donc notamment dans l'histoire qui utilise un drap blanc mettre au sol, ben, le sentiment d'insécurité de l'enseignante était une barrière. La peur des risques de conflits potentiels, ou encore, si on répète à chaque fois mon dessin préféré, ben, ils vont se tanner assez rapidement. Et au niveau des facilitateurs, donc juste quelques-uns, ça a été notamment cette idée que rien n'est obligatoire, c'est chacun à sa façon, que ce soit à l'élève de vivre l'histoire, à l'enseignant de vivre l'histoire, mais aussi à la manière dont on va présenter l'activité ou le type d'activité qu'on va faire. Chacun à sa façon. Et à force de pratique, ben, ça devient instinctif. Et pour ça, ben, ça nécessite de la préparation. La préparation en amont, comme ici avec la formation, avec les essais-erreurs, mais aussi la préparation dans la planification, etc. Donc, les suggestions qu'on retient des enseignantes, c'est de jouer sur l'espace physique, que ce soit dans une classe avec les bureaux, que ce soit en gymnase avec aucun matériel ou à l'extérieur dans la cour d'école, de faire une écoute préalable, de travailler les mots de vocabulaire pour limiter les difficultés de compréhension, de vivre l'histoire en mouvement avec les élèves, même si certaines préféraient le vivre plus en observation et en gestion. Et ne pas oublier que pour les histoires audio, c'est un audio qui est accessible sur YouTube, qui est gratuit, où on peut juste faire play, mais on n'est pas non plus obligé de laisser rouler l'histoire. On peut aussi l'arrêter, recadrer, renommer les choses, rappeler que on est en train de vivre une sortie en ville, on n'est pas en train de se faire une boxe en ville. Donc, de recadrer pour replacer les choses. Et pour certains élèves, comme pour tout apprentissage, c'est pas dès la première fois que ça va être parfait. Donc, des fois, ça prend de la répétition, tout comme pour les enseignants. Donc, quoi retenir? Et je vais finir avec ça.
J'ai dépassé déjà d'une minute. Au niveau de la pratique, ben, on note que c'est un matériel d'intérêt qui et qui prône l'expression singulière, l'inclusion et la socialisation des élèves. Et l'interdisciplinarité, dans ce cas-ci, a été vraiment moteur de création. Et la direction d'école, ben, c'est une dimension essentielle parce que quand on veut créer, quand on veut mettre en place des nouvelles choses, ben, ça prend du temps. Et pour avoir du temps, ben, ça prend des libérations. Au niveau de la formation, donc pour les formateurs qui écoutent, c'est vraiment cette posture de facilitatrice et d'écoute effective qui a vraiment été appréciée. Et au niveau des modalités d'accompagnement terrain, ça a été vraiment la mise en action, l'implication terrain pour modélisation. Ça a été oui en salle, ensemble, entre professionnels, mais ensuite chaque enseignant avec leur groupe classe où ils ont pu expérimenter, modéliser en utilisant les outils qu'on avait présentés la veille. Et aussi, prendre le temps de se déposer. Prendre le temps, ça fait gagner du temps. Et finalement, pour les chercheurs qui écoutent, si ça vous a inspiré, on est dans le début de l'exploration, donc ça nécessite encore d'autres travaux avec des devis variés, que ce soit en termes de participants, formateurs, mais aussi des outils de collecte de données. Donc c'est certain que c'est à développer. Et au niveau des recherches collaboratives, que ce soit une recherche développementale, recherche-action, les acteurs clés, les acteurs terrain jouent un rôle clé, comme toujours, mais s'ils perçoivent que leurs propositions deviennent les solutions, alors on retire tout le potentiel de cette intelligence collective où chacun, de par ses forces, ses besoins, ce qui valorise, est écouté et leur idée est appliquée, est essayée, est testée, est explorée. Donc sur ce, je vous remercie pour votre attention, je vous remercie d'avoir été là, puis au plaisir de discuter et de partager sur de plus vastes sujets. Un gros merci. Je suis tout oui si certains d'entre vous avaient des questions, des Alors, suggestions, des commentaires. merci Sacha, c'était fort intéressant. Euh, alors, j'invite les personnes, si vous avez des questions, commentaires, à lever la main en utilisant l'icône dans la barre de tâches de Zoom ou tout aussi utiliser le clavardage qui pourrait aussi être utile pour intervenir auprès de Sacha. Alors, Andréane, je te donnerai la parole, si vous ouvrez ton micro. Oui, alors bonjour Sacha, merci beaucoup pour la présentation. Donc, moi, je suis doctorante en éducation à l'UQAM, mais aussi professeure invitée au département de danse de l'UQAM et anciennement enseignante de la danse au primaire et au secondaire. Donc, justement, ma question était en lien, j'ai cru comprendre là, que dans votre équipe collaborative, c'était des enseignants, enseignantes titulaires de classe. Et je me demandais si vous aviez aussi envisagé d'approcher des enseignants spécialistes en danse au primaire. Il y en a quelques-uns, quelques-unes là, dans les écoles au Québec. Et puis, si oui, de quelle façon ça l'a peut-être influencé là, ou modifié vos observations par rapport à leur expérimentation? Et sinon, est-ce que ce serait quelque chose d'intéressant là, pour vous d'aller chercher de l'expertise de personnes qui sont déjà habituées d'enseigner le mouvement et le mouvement dansé aux enfants? Donc, Ouais. j'aimerais vous entendre Ah, sur merci pour ta question, pour votre question, c'est vraiment intéressant. Puis ça me permet vraiment de rebondir puis de resituer un peu le contenu et la philosophie. En fait, je dirais que dans notre approche, on y va un peu à l'inverse, dans le sens où une des résistances à au vécu de ces histoires audio, c'est que les enseignantes disaient, «Ah, mais moi, j'ai jamais fait de danse, j'ai jamais fait de théâtre, etc.» Et en fait, notre mot d'ordre, c'est, mais il n'y a pas besoin d'avoir fait de la danse. Il y a rien, c'est pas danser. C'est vraiment exprimer un lion qui rugit et surtout, c'est que, à l'inverse de la danse et de toutes les activités physiques codifiées,
c'est qu'ici, on aborde une activité physique non codifiée, non critériée et non structurée. Donc, on veut vraiment que ce soit une expression singulière. Donc, on avait un petit qui était en chaise roulante et il pouvait participer, il pouvait exprimer, il vivait les histoires, mais à sa façon. Euh, et, et, et on va pour ces activités-là, quand on dit vivre les activités chacun à sa façon, ça va jusqu'à permettre à certains élèves qui ne, pour une raison ou une autre, ne veulent pas le vivre en mouvement, mais ils veulent le vivre en observant. Mais c'est correct aussi. Chacun à sa façon, ça veut dire si tu veux être assis, par exemple, et regarder les autres vivre l'activité, c'est correct. En fait, si ça permet, puis Daisy aurait pu renchérir là-dessus, des élèves qui sont restés en observation pendant plus de séances, et au fil du temps, un jour se sont décidés, ah ben finalement j'ai envie de le faire aussi, et se sont engagés. Et c'est ça qui fait que la répétition des séances, ben ça vient désensibiliser un peu les craintes ou les frustrations, mais aussi pour certains élèves et des fois certains enseignants, observer, mais procure un réel plaisir. Un réel plaisir. Et j'espère que ça répond à ta question. Et dans cette lignée, donc je disais que Daisy était chorégraphe, mais elle a aussi été danseuse professionnelle avant d'être chorégraphe. Et justement, quand on donne des ateliers ou qu'on fait des capsules vidéo, c'est souvent pas elle qui va présenter parce que quand on la voit, son corps, elle le manipule tellement bien, c'est tellement beau à voir qu'on est dans de l'esthétique, on est dans du technique, dans de la technicalité de mouvement que mais moi, je ne serais jamais capable de faire ça. Moi, je suis une volleyeuse. Et donc, c'est souvent moi qui présentais pour montrer justement que non, non, on peut mesurer 5 pieds 11, ne jamais avoir fait de danse. C'est ce qui compte, c'est d'oser. D'oser lâcher prise, d'oser se mettre en mouvement. Et c'est chacun sa façon. C'était pas juste des enseignantes titulaires dans l'école, il y avait aussi les spécialistes. Donc, il y avait une enseignante en éducation physique qui avait des problèmes de dos. Elle disait, mais moi, je peux pas le faire, je peux pas me mettre au sol. Oui, mais tu peux le faire, mais à ta façon. Une autre enseignante qui vraiment était blessée, elle sortait de chirurgie, elle le faisait assise sur une chaise. Donc, à vivre l'ensemble des situations, mais assise sur une chaise. Donc, c'est chacun sa façon. Et c'est vraiment pour favoriser l'inclusion et pour limiter les barrières. Donc, et c'est aussi pour ça qu'on a fait des histoires audio, pour que la charge de la lecture de l'histoire ou de raconter l'histoire soit enlevée. Donc, avec les histoires audio, eh ben, qui sont gratuites, donc le budget, ça facilite, qui sont accessibles du moment qu'on a Internet, ben, ça permet d'alléger la charge de l'enseignant. Bien, merci beaucoup. Ça l'éclaire ma question, mais c'était aussi en lien avec tu sais, les défis que les personnes participantes à votre projet ont rencontrés, entre autres le fait de pas s'être, tu sais, d'avoir dû sortir de leur zone de confort, qui n'était pas nécessairement très à l'aise au début, là, de conduire, de guider ce type d'histoire-là et de mouvement. Pour ça, je faisais un peu le parallèle avec des enseignants spécialistes en danse qui sont déjà très habitués. Ça leur aurait pu peut-être permettre d'obtenir des Et oui, perspectives autres parce que ces défis seraient pas mais là. totalement. En fait, j'aspire à ce que les spécialistes en danse soient interpellés et qu'ils se disent, oh waouh, quel matériel incroyable avec les tout petits. En fait, c'est du matériel pour tout le monde, mais on n'a pas ciblé ces spécialistes pour pouvoir montrer comment faire. Donc, parce que justement, on ne veut pas montrer comment faire. On veut montrer comment on organise une classe, comment on met en place cette activité, mais ensuite, dans le vécu de l'activité, c'est chacun à sa façon, c'est chacun à son rythme.
Puis il y a aussi eu des collaborations, notamment l'enseignante titulaire qui met en place des activités d'écoute de l'histoire, de visualisation du dessin, pour ensuite l'enseignante en éducation physique qui fait vivre cette histoire-là. Donc elles se coordonnent, il y a une réelle coordination entre les enseignantes titulaires et la spécialiste en éducation. Merci beaucoup. Quelqu'un, merci Andréane pour la question. Quelqu'un Merci. nous faisait part dans le clavardage justement qu'il y aurait peut-être un lien, un partage à faire avec les spécialistes en musique. Ça pourrait. Totalement. Totalement. Donc, pour renchérir sur ce commentaire, Julie, euh, quand on fait, que dans tous les spécialistes qu'il peut y avoir, chacun peut apporter quelque chose. Et notamment ce que dans la pratique, ce que ma sœur a déjà utilise beaucoup, c'est qu'en fait, il n'y a pas de trame sonore. C'est des instruments à cordes, c'est des percussions qu'elle va utiliser pour créer la musique. Et les enfants peuvent participer, peuvent se joindre, ils peuvent créer ensemble. Ça devient un moment musical et non plus un moment où on s'exprime à travers le corps, on s'exprime davantage à travers la musique. Ce qu'on propose, c'est une base où on espère avoir de multiples façons de se mouvoir et d'interpréter et de faire. Et c'est pour ça qu'on a mis en place le Milli-Move. C'est des milliers de façons de se mouvoir et d'appliquer tous ces contenus. Merci. On a aussi un commentaire là, sur les autorisations écrites là, à diffuser les histoires. Est-ce qu'ils peuvent en faire la demande? Je ne sais pas si tu Alors, vois, Sacha. oui, oui, je pense que oui, oui. Donc, dans ce cas-là, c'est parce on travaille en collaboration avec les milieux et ces milieux-là, ce sont nos ambassadeurs et donc on leur envoie l'histoire audio à vivre et à expérimenter, mais on leur demande de ne pas partager parce qu'on attend leur retour pour modifier l'histoire selon leur retour, la modifier pour la bonifier et ensuite on la diffuse sur le site internet. Donc c'est pour ça que j'imagine qu'elle parle de l'araignée zinzin qui est une de celles qu'on n'a pas diffusées, ou Célébration de l'hiver. Mais ça, c'est deux histoires que on a eu les retours et donc là, on va les rajouter prochainement à la liste des accessibles. Et il nous manque les dessins d'enfants aussi. Merci pour la précision. Alors, j'inviterai des personnes participantes, si vous avez une question, un Ouais. commentaire, à lever la main. Madame Côté, à vous la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro et votre caméra. Oui, en fait, c'est moi qui posais la question là, concernant les droits de diffusion. Je suis conseillère pédagogique. J'aimerais les histoires qui sont déjà sur le site. Je vois qu'on peut les utiliser. Vous les avez partagées dans les ressources. Mais des fois, en accompagnant les équipes, on a beaucoup d'enfants qui ont avec lesquels on veut travailler davantage le vocabulaire. Je trouve que c'est quand même une superbe ressource pour travailler le vocabulaire avec les enfants. On a beaucoup d'enfants allophones dans notre centre de service scolaire. Hum. Aux 4 ans, je trouverais ça fantastique qu'on puisse en faire un peu la promotion et montrer les histoires qui sont déjà disponibles. Mais ils sont disponibles, vous pouvez diffuser, elles sont accessibles à tous. Je- OK. Ben, je voulais m'en assurer parce Oui, que oui, 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 on donne, on donne. En fait, on rend ça gratuit parce que nous, ce qu'on veut, c'est que les adultes, peu importe leur posture, puissent faire vivre ces activités aux enfants. Parce que l'impact sur les enfants, c'est juste trop beau pour limiter. euh, voilà, donc on ne veut pas limiter. Peut-être que vous pourriez me donner votre adresse parce qu'il y a plusieurs histoires, il y a plusieurs histoires où le travail du langage a déjà été fait, donc ils appellent le mot découverte, les mots de vocabulaire. Donc, ce que je présentais dans les activités complémentaires. Et en fait, on a eu des soucis tout simplement techniques et on n'a pas pu mettre ces exemples, donc qui ont déjà été faits. On n'a pas pu mettre les exemples sur Internet, mais
Ça devrait pas tarder. Donc, je vais vous écrire à l'adresse là, Gmail. Parfait. Merci Merci. beaucoup. Merci à vous. Ça fait plaisir. Merci, Madame Côté. Est-ce qu'on aurait d'autres interventions, des questions, discussions, échanges avec Sacha? Mm. Je vous dis, moi, ça me fait tellement plaisir d'entendre vos questions, vos commentaires, vos idées. C'est tellement riche. Alors, je vois qu'il n'y a pas de personnes qui se manifestent. Ça veut dire certainement que ta présentation était très complète et a répondu déjà à l'avance à toutes les Voilà. questions des personnes, Donc, c'est ça. ouais. Donc, à tous ceux qui sont là ou qui écoutent, moindrement vous voulez favoriser l'éveil des sens, l'exploration des émotions, n'hésitez pas à utiliser sans modération. Et moindrement vous avez des questions, des idées de projets, vous voulez valider quelque chose, vous pouvez vraiment nous écrire. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Et puis s'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vous souhaite une excellente fin de journée. Ah, Manon! Ben, j'ai une autre question. Avez-vous expérimenté dans les classes spécialisées, comme par exemple les classes TSA ou oui? C'était surtout, ben, c'était classe d'éveil, ou parce que généralement, par exemple, les TSA ça étaient intégrés dans une classe régulière, mais là où c'est une classe spécifique, c'était une classe d'éveil. Et justement, des activités comme l'éveil des sens, juste pour mettre en contexte, les élèves sont en cercle, ils ne savent pas qu'est-ce qu'on va faire, c'est quand même grand-chose, et ils ont les yeux fermés, et gardent les yeux fermés. Donc là, l'enseignante a été là. Vu que moi et Daisy, on était là, elle était là, vas-y, go. On l'essaye, mais no way, c'est pas possible que ça. Enfin, moi, je vois mes élèves, ça a été incroyable. Ils avaient les yeux fermés, il y en a qui mettaient les mains devant les yeux, et d'autres, pour ne pas ouvrir les yeux et respecter l'activité, ils mettaient les mains, la tête dans les genoux. On vit l'activité chacun à sa façon. Et on disait à l'enseignante qu'on sentait qu'elle craignait un petit peu si jamais j'ai un élève ou plusieurs qui ouvrent les yeux. C'est chacun à sa façon. Si c'est trop difficile ou trop inconfortable de garder les yeux fermés, ouvre-les. Il n'y a pas de souci. Le seul souci dans ces activités, c'est si le comportement de l'élève dérange le déroulement de l'activité. C'est le seul souci. Mais il n'y a pas une bonne façon de vivre l'activité. C'est chacun à sa façon. Et l'expression singulière, c'est ça qui est recherché. C'est la diversité des mouvements. C'est la différence qui est appréciée. Donc d'avoir un rugissement qui est fort, il y en a un qui est monté sur une table, qui se met à rugir comme un lion, tant que c'est acceptable pour l'enseignante que l'élève soit sur... Mais c'était parfait. Et les autres, ils étaient... Parce que la table, ben, c'est pas une table, c'est comme une table basse, c'était devenu le rocher pour cet élève. Il était à fond dans son histoire. Il vivait, il était lion. C'est impossible d'arrêter ça. Enfin, je veux dire, c'est magnifique. Puis ensuite, quand c'est passé aux lionnes, parce que les lionnes, ensuite, elles sont toutes tempérées, elles sont douces, avec leurs pattes de velours. Donc, les intensités de l'histoire vont moduler. Donc, l'expression aussi va moduler. Et en fait, dans cette classe d'éveil, elle a fini par faire toutes les activités, les histoires audio. Elle les a fait avec enseignant d'éducation physique, elle les a fait sans, dans sa classe, en gymnase. Elle a fait juste des petits bouts. Des fois, elle prenait, certains enseignants vont prendre juste des bouts. Ils vont faire l'introduction, le développement, ils vont faire juste la détente. Et ensuite, par exemple, elle a fait un bricolage parce que pour la célébration de l'hiver, chaque enseignante, dans la coordination de l'équipe école, chaque enseignante faisait la même histoire. Et en fait, ensuite, ils décoraient le gymnase et ils vivaient ensemble la célébration de l'hiver, avec toutes les décorations qui s'en suivent et tout ça. Et dans sa classe d'éveil, ils avaient fait chacun une guirlande, mais petit à petit, ils ont mis bout à bout leur guirlande, ce qui a fait une guirlande, mais géante. Enfin, c'est que des trucs, c'est magnifique, c'est magnifique. La création est sans limite. En fait, la seule limite qu'on a, c'est celle qu'on se met. C'est la seule limite. Mais c'est voilà, c'est de toute beauté. Puis
C'est rien que d'en parler, c'est moi, ça m'émeut. Vraiment. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.